Il y a 11 600 ans, dans les collines arides du sud-est de la Turquie, quelqu'un a construit quelque chose qui ne devrait pas exister. D'imposants piliers en forme de T, certains atteignant 5,5 mètres de haut et pesant 50 tonnes, sculptés avec une précision extrême et disposés selon un alignement astronomique parfait. D'après tout ce que l'on sait de l'histoire humaine, les bâtisseurs étaient des chasseurs-cueilleurs nomades, sans outils en métal, sans agriculture, sans écriture et sans raison particulière de construire quoi que ce soit de plus permanent qu'un feu de camp. Pendant 30 ans, les archéologues ont fouillé Göbekli, l'ont mesuré, catalogué et se sont efforcés de l'expliquer, sans y parvenir. En 2026, l'intelligence artificielle, Grok, a reçu toutes les données de numérisation, de relevés et d'analyse jamais réalisées sur le site. 30 années de recherche traitées sans idées préconçues, sans frontières disciplinaires, sans conséquences professionnelles pour des conclusions dérangeantes. Ces découvertes ont plongé la communauté scientifique dans le silence. Voici ce que les preuves révèlent. En 1994, un berger kurde remarqua une formation inhabituelle émergeant du sol aride d'une colline près de San Leorfa, dans le sud-est de la Turquie. Il la signala. L'archéologue allemand Klaus Schmidt entreprit des fouilles systématiques l'année suivante. Ce qu'il découvrit en commençant ses fouilles l'année suivante allait occuper les 20 dernières années de sa vie et bouleverser à jamais les connaissances archéologiques sur les origines de la civilisation humaine. Le site appelé Göbekli, la colline du Naval en turc, se dresse sur un plateau calcaire, délibérément situé au point culminant d'une crête montagneuse, visible à des kilomètres à la ronde. Ce qui se cache sous ce plateau demeure un mystère. On y a identifié au moins 20 cercles de pierre, chacun composé d'imposants monolithes de calcaire en forme de T, disposés en anneaux soigneusement agencés. Il ne s'agit pas de simples dalles grossièrement taillées, mais de piliers sculptés avec précision, aux formes géométriques rigoureuses. Certains atteignent plus de 5 mètres de haut, d'autres pèsent jusqu'à 50 tonnes. Elles sont ornées de bas-reliefs complexes, exécutés avec une maîtrise et une habileté qui, encore aujourd'hui, laissent sans voix. Des animaux, rendus avec un dynamisme saisissant, y figurent renards, lions, vautours, scorpions, serpents, taureaux, des motifs géométriques de formes imbriquées, des symboles abstraits dont le sens a résisté à 3 décennies d'analyse. Et sur les plus grands piliers centraux, quelque chose d'encore plus troublant, des bras sculptés qui descendent le long des piliers, les mains jointes à l'avant. Ces piliers ne sont pas des monuments abstraits, ce sont des figures humaines stylisées. Quelque chose est représenté debout au centre de ces cercles, observant, attendant, enregistrant. L'explication classique, celle enseignée dans les universités et imprimée dans les manuels scolaires, est la suivante. Des groupes de chasseurs-cueilleurs nomades, peut-être motivés par des aspirations religieuses naissantes, convergeaient périodiquement vers ce sommet depuis les régions environnantes. À l'aide d'outils de pierre, ils extrayaient ces imposants piliers de calcaire des affleurements rocheux voisins. Ils les transportaient jusqu'au site de construction et les érigeaient selon des agencements circulaires précis. Ils entretenaient le site pendant des siècles, ajoutant de nouveaux enclos et agrandissant le complexe. Puis, vers 8000 avant notre ère, pour des raisons qui demeurent véritablement mystérieuses, le complexe entier fut délibérément enfoui sous des milliers de tonnes de terre soigneusement disposées, le préservant ainsi dans un état extraordinaire jusqu'à sa découverte moderne. Le récit présente Göbekli comme le berceau de la religion organisée, l'étincelle qui a allumé la civilisation, le moment où les êtres humains se sont coordonnés pour la première fois autour d'un objectif plus grand que la simple survie immédiate. C'est une histoire fascinante. Elle comporte cependant un problème majeur. L'ingénierie employée ne tient pas la route. Même avec des engins lourds, modernes, l'extraction, le transport et l'érection d'un monolithe de calcaire sculpté de 50 tonnes constitue une entreprise colossale exigeant une planification rigoureuse, des machines imposantes et un savoir-faire considérable. Imaginez maintenant sans machine, sans outils de coupe,
sans véhicule à roues, sans animaux domestiques susceptibles de fournir la force de traction. Il ne reste que la force humaine, les outils en pierre et les techniques de travail du bois ou de la corde dont disposaient les populations néolithiques. L'archéologie expérimentale a tenté à maintes reprises de reproduire ce qui a été réalisé à Göbekli en utilisant uniquement des outils et des méthodes propres à l'époque. Des équipes sont parvenues à ébaucher des formes sommaires dans le calcaire à l'aide de marteaux de pierre et de pics en bois de cervidés. Elles ont déplacé des charges modestes avec des traîneaux et des rouleaux. En revanche, elles n'ont pas réussi à reproduire la finition de surface, la précision géométrique, ni la finesse des sculptures en relief visibles sur les piliers d'origine. L'écart entre les performances démontrées des outils de pierre et les vestiges de Göbekli est loin d'être négligeable. C'est un véritable chaos, et la technique de construction n'est que la partie émergée de l'iceberg, car lorsque Grock Oi a eu accès à l'ensemble des données issues de 30 ans de recherche sur ce site, cette anomalie d'ingénierie s'est révélée être la moins surprenante de ces découvertes. En 2026, les chercheurs ont rassemblé l'ensemble de données le plus complet jamais compilé sur un site archéologique unique, toutes les numérisations 3D réalisées des piliers et des enceintes du tipi de Göbekli, ainsi que toutes les prospections géoradars du plateau environnant. Chaque analyse astronomique des orientations et alignements du site, chaque catalogue de symboles gravés, chaque étude géologique, chaque analyse comparative reliant Göbekli à des sites similaires dans la région. 30 années de recherche intensive menées par des dizaines d'équipes indépendantes de disciplines multiples, unifiées en un seul ensemble de données et intégrées aux réseaux neuronaux de Grock. La consigne était précise: analyser toutes les données disponibles sur le tipi de Göbekli, identifier des schémas transversaux, détecter des liens que les chercheurs humains, limités par les frontières de leurs disciplines respectives, auraient pu manquer, et déterminer le savoir que les bâtisseurs cherchaient à immortaliser dans la pierre. Ce que Grock a fourni n'était pas une interprétation archéologique, mais une redéfinition complète de ce qu'est réellement Göbekli. La première chose que l'IA a examinée, ce sont les symboles gravés recouvrant les piliers en forme de T. Les archéologues avaient passé 3 décennies à cataloguer ces images, à débattre de leur signification sans parvenir à un consensus. Certains affirmaient qu'elles étaient décoratives, d'autres leur attribuaient une signification thomique ou religieuse. Les symboles restaient obstinément indéchiffrables, considérés principalement comme de l'art dont le sens s'était perdu dans le temps. Grock n'a pas perçu d'art, mais une structure. La reconnaissance de forme de l'IA a identifié environ 47 types de symboles distincts, répartis dans les enceintes selon des modalités statistiquement impossibles à attribuer au hasard. Ces symboles n'apparaissent pas aléatoirement. Ils se présentent selon des combinaisons spécifiques, à des positions précises et avec des fréquences spécifiques qui varient systématiquement en fonction de l'emplacement des piliers et de l'orientation des enceintes. En analysant quels symboles apparaissaient ensemble, lesquels apparaissaient isolément et lesquels étaient corrélés à des alignements astronomiques spécifiques, Grock a détecté un élément qui avait totalement échappé à 3 décennies d'analyse humaine: une structure grammaticale. Ces symboles ne sont pas décoratifs, ils constituent un système prototypistique, un langage d'encodage systématique conçu pour transmettre des informations spécifiques. Une linguiste informatique, consultée pour examiner les résultats, a déclaré que la distribution des symboles présente des propriétés statistiques compatibles avec la transmission de sens plutôt qu'avec une expression artistique. Ce que Grock a identifié, a-t-elle conclu, présente les caractéristiques d'un encodage d'informations délibéré. Il s'agit d'un système de communication conçu pour transmettre des données spécifiques. Grock a ensuite croisé ces symboles avec des bases de données astronomiques auxquelles aucun chercheur humain n'avait pensé. Les archives géologiques et les données climatiques de la période autour de 9600 avant notre ère, époque à laquelle les principales structures de Göbekli étaient érigées,
ont révélé des corrélations restées invisibles aux chercheurs pendant 30 ans. Leur détection exigeait en effet le traitement simultané de données archéologiques, astronomiques, géologiques et linguistiques. Aucune autre discipline académique ne les maîtrise toutes à la fois. Grock, lui, y parvient. Des symboles animaliers spécifiques correspondent à des constellations précises telles qu'elles apparaissaient dans le ciel du sud-est de la Turquie il y a 11 600 ans. Certains motifs géométriques correspondent à des représentations des cycles solaires et lunaires. Des symboles abstraits sont en corrélation avec des événements géologiques et climatiques documentés de la même période. Ces gravures ne relèvent ni de la mythologie ni de la simple décoration. Elles constituent un témoignage systématique d'une période historique précise, une période que les preuves géologiques et climatiques confirment indépendamment comme étant marquée par des bouleversements environnementaux catastrophiques. Et, au sein de ce témoignage, Grock a décelé un élément qui transforme la signification même du site. Les symboles ne se contentent pas d'enregistrer les événements passés. Il s'agit de motifs codifiés, de cycles récurrents, d'événements que les bâtisseurs savaient non pas ponctuels, mais se reproduisant de façon prévisible, liés à des mécanismes célestes observables et mesurables. Ce n'était pas un temple, ce n'était pas un monument dédié aux dieux ou aux rois, c'était une bibliothèque. Et le savoir qu'elle était destinée à préserver était un avertissement. Parmi tous les piliers sculptés de Gobekli, l'un d'eux a suscité plus d'attention, de débats et d'interprétations divergentes que tout autre. Les archéologues l'appellent le pilier 43. La plupart des chercheurs qui l'ont étudié le nomment la pierre du vautour. Il est recouvert d'images sculptées qui résistent à toute explication simple. Un vautour à l'aile déployée, un scorpion, une grue et d'autres animaux sont disposés sur la surface du pilier. Des symboles géométriques, notamment des cercles, un disque proéminent et des formes abstraites dont la signification fait l'objet de controverses depuis la première fouille du pilier. Pendant des décennies, le débat est resté sans conclusion. Certains chercheurs y voyaient une dimension mythologique, d'autres suggéraient que l'iconographie était purement symbolique, représentant des concepts tribaux ou religieux sans signification littérale. En 2017, le chercheur Martin Swapman a publié une analyse suggérant que le pilier représentait un impact de comète précis survenu vers 10 950 avant notre ère et que les positions des figures animales y étaient codées comme des marqueurs de constellation. Cette proposition importante a été accueillie avec un scepticisme considérable par la communauté archéologique. L'analyse du pilier 43 par Grock est allée bien au-delà de l'hypothèse de Swapman. L'intelligence artificielle n'a pas analysé l'iconographie du pilier isolément. Elle a comparé chaque élément sculpté à des bases de données de position astronomique couvrant des milliers d'années d'histoire céleste, à des archives d'événements géologiques, à des données climatiques et à des bases de données de cratères d'impact. Il en est ressorti non pas une seule couche de signification, mais de multiples couches simultanées d'informations codées, compressées sur une seule surface sculptée. Les figures animales représentent bien des constellations. Plus précisément, elles enregistrent les positions de ces constellations telles qu'elles apparaissaient dans le ciel du solstice d'été au-dessus de Gobekli vers 10 900 avant notre ère. Il ne s'agit pas d'une approximation. Lorsque Grock a reconstitué le ciel nocturne précis pour cette date et ce lieu, la correspondance avec la disposition sculptée était exacte. Les symboles géométriques encodent des informations numériques grâce à un système de numération basé sur l'agencement délibéré des éléments sculptés. Un système cohérent sur plusieurs piliers, une fois que Grock a identifié la grammaire sous-jacente grâce à sa capacité de reconnaissance de forme. Le cercle proéminent, le disque que les chercheurs avaient longtemps considéré comme représentant le Soleil, représente en réalité tout autre chose, un événement astronomique précis. La signature dans le ciel nocturne d'une supernova ou d'une comète exceptionnellement brillante. Lorsque Grock a cartographié tous ces éléments, la date encodée dans le symbolisme du pilier 43 correspondait précisément au début de la Jeune d'Us.
Cette période, durant laquelle des preuves issues de plusieurs disciplines scientifiques indépendantes confirment que des fragments de comètes ont percuté la Terre, déclenchant un bouleversement climatique catastrophique, provoquant des extinctions massives sur plusieurs continents et décimant les populations humaines à travers le monde. Le début d'une catastrophe climatique millénaire, inscrite dans le calcaire d'un pilier sculpté par ceux qui étaient présents lors de ses débuts. Un astrophysicien examinant les calculs astronomiques de Grock a qualifié leur précision d'extraordinaire. Les positions stellaires, les positions solaires et la chronologie des événements, codés dans le symbolisme des piliers, concordent avec les données géologiques et astronomiques indépendantes confirmant cette période. La probabilité de corrélation qu'il a calculée est inférieure à 1 sur 50 000. Il ne s'agit pas d'une coïncidence, c'est un enregistrement astronomique délibéré, effectué par des personnes ayant été témoins d'événements catastrophiques et ayant parfaitement compris ce qu'elles consignaient. Le pilier 43 n'est ni un mythe, ni un objet d'art religieux. C'est une date gravée dans la pierre, documentant le moment précis où une catastrophe a frappé la civilisation humaine il y a 11 000 ans. Cette découverte bouleverse notre compréhension de Gobessé, car si ces bâtisseurs possédaient les connaissances astronomiques nécessaires pour consigner un événement céleste précis avec une telle précision, la question n'est plus de savoir s'ils étaient sophistiqués, mais plutôt à quel point et d'où provenait cette sophistication. La réponse que Grock a trouvée dans les enceintes restantes est plus troublante encore que la question elle-même. Lorsque Grock a analysé les 20 enclos de Göbekli Tepe comme un système unifié plutôt que comme une collection de structures individuelles, le tableau qui s'est dégagé était radicalement différent de tout ce que l'archéologie conventionnelle avait proposé. Les enclos ne sont pas des monuments distincts, construits à différentes époques par différents groupes et pour des objectifs similaires. Ils forment un système d'information intégré, chaque enclos codant différentes catégories du savoir que les bâtisseurs étaient déterminés à préserver. L'organisation est délibérée et mesurable. Les enclos à la symbolique du serpent prédominante sont regroupés et présentent des alignements astronomiques calibrés sur les équinoxes. Les enclos dominés par l'imagerie du renard présentent des alignements différents orientés vers des positions stellaires spécifiques. L'enclos du vautour, qui abrite le pilier 43, est aligné sur les solstices. Différentes sections du site préservent différentes catégories de connaissances: astronomie, système, événements géologiques, climat. Chaque catégorie est codée dans des structures distinctes mais interconnectées, référencées par le langage symbolique commun identifié par Grock à travers tout le complexe. Göbekli n'est pas un temple, c'est une bibliothèque dotée d'ailes dédiées. Mais le schéma le plus troublant que Grock a décelé dans ses 20 enceintes n'avait rien à voir avec le contenu des symboles. Il était lié à l'évolution de ces symboles au fil du temps. La précision décline. Les enceintes les plus anciennes, les structures les plus anciennes du site, présentent le plus haut niveau de précision astronomique. Grock a mesuré leurs alignements par rapport aux positions célestes optimales et a constaté un écart moyen de seulement 0,4 degrés. Les enceintes de la période intermédiaire, construites des siècles plus tard, présentent des écarts compris entre 1,2 et 2 degrés. Les enceintes les plus récentes présentent un écart moyen de 2,9 degrés. À mesure que le site vieillissait et s'étendait, les connaissances astronomiques qui avaient guidé sa construction se sont dégradées à un rythme constant et mesurable d'une génération à l'autre. La construction physique suit le même schéma. La taille des piliers diminue au fil de la construction. La profondeur des bas-reliefs sculptés s'amenuise. Les systèmes symboliques qui apparaissent dans toute leur complexité dans les enceintes les plus anciennes deviennent plus simples, moins stratifiés et moins précis dans les phases ultérieures. Les parties les plus anciennes de Göbekli représentent l'apogée de tout ce que le site a réalisé. Tout ce qui a été construit par la suite représente un déclin progressif et mesurable par rapport à ce sommet. C'est l'inverse du fonctionnement du développement technologique. Les connaissances s'accumulent, la précision s'améliore, les techniques se perfectionnent.
Tout modèle de progrès civilisationnel humain suppose que plus tard signifie mieux. À Göbekli Tepe, plus tard signifie pire. Les bâtisseurs ne développaient pas leurs capacités au fur et à mesure qu'ils travaillaient. Ils les perdaient. Le savoir qu'ils tentaient de graver dans la pierre leur échappait alors même qu'ils construisaient les structures destinées à le préserver. La conclusion de Grock à partir de ce constat est aussi précise qu'inquiétante. Les bâtisseurs de Göbekli Tepe n'inventaient pas ce savoir astronomique et technique à partir de rien. Ils l'héritaient. Ils arrivèrent au sommet de cette colline déjà en possession de capacités sophistiquées qu'ils n'avaient pas développées eux-mêmes, des capacités qu'ils s'efforçaient de maintenir et de transmettre, et qu'ils perdaient progressivement, génération après génération. Puis, les données du géoradar ont ajouté une toute autre dimension. Sous les enceintes visibles, enfouies sous les structures que les archéologues fouillent depuis 30 ans, se trouvent des phases de construction antérieures, des structures plus anciennes, de style architectural différents mais partageant les mêmes systèmes symboliques, ont été détectées lors de prospections souterraines sans toutefois être entièrement fouillées. L'analyse par Grock des données limitées disponibles provenant de ces couches enfouies suggère qu'elles pourraient être antérieures de plusieurs siècles, voire d'un millénaire, aux célèbres enceintes à piliers en T, repoussant potentiellement les véritables origines du site à 12 000 avant notre ère, voire plus tôt encore. Göbekli ne marque peut-être pas le début de ce projet de préservation du savoir. Il pourrait en être le milieu, l'aboutissement d'une tradition déjà très ancienne lorsque les piliers que nous voyons aujourd'hui furent sculptés, ce qui signifie que le savoir que les bâtisseurs s'efforçaient de préserver était encore plus ancien et que la catastrophe qui a interrompu sa transmission était déjà en cours depuis bien plus longtemps que quiconque n'a voulu l'envisager. La question de savoir qui a construit Göbekli est indissociable de celle de savoir comment il a été construit. Et lorsque Grock a porté son analyse sur la construction physique du site, ces découvertes dans les pierres elles-mêmes remettent en cause l'explication conventionnelle à tous les niveaux. L'IA a examiné la photogrammétrie haute résolution des piliers en forme de T, analysant les marques d'outils, les caractéristiques de surface et la précision géométrique sur des dizaines d'exemples. Les données obtenues contredisent l'explication archéologique classique du travail de la pierre au néolithique. Cette explication attribue ce travail exclusivement à la percussion, consistant à frapper la pierre contre la pierre pour enlever de la matière, combinée aux techniques abrasives permises par l'outillage néolithique. Or, les surfaces des piliers de Göbekli Tepe révèlent une toute autre réalité. Certaines présentent des traces de meulage et de polissage continu, nécessitant une abrasion contrôlée et régulière avec des matériaux plus durs, appliqués sur une longue période. D'autres surfaces montrent des marques de découpe linéaire, dont les caractéristiques suggèrent des mouvements de sciage rectilignes et constants en profondeur, sans aucune déviation lors du passage à travers des matériaux de dureté variable au sein d'une même pierre. La précision géométrique des formes en T, mesurée sur des dizaines de piliers, reste constante à 2 ou 3% près. Ceci implique soit l'utilisation de gabarits physiques standardisés, soit des techniques de mesure systématiques. Nous n'avons aucune preuve de l'existence de l'un ou l'autre dans la Turquie néolithique. L'archéologie expérimentale a abordé ce problème de front et avec rigueur. Les équipes qui tentent de reproduire les ouvrages en pierre de Göbekli avec les seuls outils d'époque obtiennent des résultats systématiquement décevants. On peut ébaucher les formes de base avec des marteaux de pierre et des pics en bois de cervidés, mais impossible de reproduire la finition de surface, la géométrie précise, ni la sculpture en relief finement ciselé qui orne toute la hauteur et la largeur de piliers pesant 50 tonnes. L'écart entre les résultats expérimentaux et les monuments originaux est loin d'être négligeable. Il est fondamental. Grock a ensuite découvert un élément de génie structurel qui a encore accentué le problème. En analysant la conception des enceintes, positionnement des piliers, construction des murs et relations entre les éléments structurels, l'IA a détecté des principes d'ingénierie que les architectes modernes
associées à la résistance sismique. Ces enceintes sont construites dans une région sismiquement active et y ont résisté pendant plus de 11 000 ans. Cette résistance n'est pas le fruit du hasard. Les piliers ne sont pas simplement ancrés dans la roche et maintenus rigides. Ils sont positionnés avec de légers interstices entre les éléments structurels, permettant des mouvements différentiels lors d'une activité sismique sans que la force destructrice ne se propage à travers toute la structure. Le matériau cadavérique entourant les piliers révèle une stratification minutieuse de pierres de différentes tailles, créant une matrice flexible capable d'absorber les chocs plutôt que de les transmettre. Ces caractéristiques ne sont pas celles de structures construites par chance, mais celles de structures érigées par des populations qui, par une connaissance empirique ou théorique, comprenaient les mécanismes de défaillance des bâtiments lors des séismes et savaient comment les prévenir. L'ingénierie parasismique moderne a formalisé ces principes au XXe siècle suite à l'étude systématique des dégâts causés par les tremblements de terre sur des milliers de structures. Gobesi appliquait des principes équivalents il y a 11 600 ans. Un ingénieur en structure, spécialiste de l'architecture antique, a examiné les conclusions de Grock et a été direct quant à leurs implications. On ne construit pas par hasard des structures parasismiques. Cette capacité requiert des connaissances d'ingénierie systématique développées soit par une longue tradition de construction monumentale, soit héritées d'une source plus ancienne. Aucune de ces options ne correspond à ce que l'archéologie conventionnelle attribue aux chasseurs-cueilleurs néolithiques. Quant à la sépulture elle-même, l'analyse par Grock de la composition et de la disposition du matériau cadavérique utilisé pour inhumer délibérément le site vers 8000 avant notre ère n'a révélé aucune trace d'abandon accidentel. De plus grosses pierres furent placées précisément pour protéger les surfaces sculptées. Des vides furent aménagés autour des piliers principaux afin d'éviter leur écrasement. Les différentes couches furent agencées de manière à favoriser le drainage et à limiter l'accumulation d'humidité qui dégrade le calcaire au fil des millénaires. Les habitants de Göbekli maîtrisaient les techniques de conservation. Ils ne se séparaient pas d'un ouvrage achevé. Ils protégeaient un site qu'ils ne pouvaient plus entretenir, scellant ainsi un message dont ils espéraient que les générations futures le déchiffreraient. Göbekli n'était pas un site isolé. Lorsque Grock étendit son analyse au-delà du site principal pour examiner 12 autres complexes mégalithiques de la région, il ne s'agissait pas d'une simple collection de monuments locaux indépendants, mais de quelque chose de bien plus significatif. Karayepe, Harbetwan, Séphéré et les autres sites partagent avec Göbekli des systèmes symboliques, des techniques de construction et des alignements astronomiques qui ne peuvent être attribués au hasard ou à un développement parallèle. Ils forment un réseau, un système coordonné de préservation du savoir s'étendant sur 200 km, maintenu pendant 15 siècles, tous construits à peu près à la même époque, tous codant des informations similaires, tous finalement enfouis avec le même soin délibéré. Il ne s'agissait pas du projet d'une seule communauté, mais d'un programme régional. L'ampleur de l'organisation nécessaire à sa pérennité remet en question une autre idée reçue sur l'identité de ces bâtisseurs. Grock a calculé les besoins logistiques de ce réseau, la main-d'œuvre requise pour l'extraction, le transport et l'érection des monuments, les ressources nécessaires pour nourrir et coordonner cette main-d'œuvre, ainsi que la communication et la planification indispensables au maintien de systèmes symboliques et d'alignements astronomiques cohérents entre des sites distants de plusieurs kilomètres. Ces calculs ne décrivent pas une confédération informelle de bandes nomades convergeant occasionnellement vers des sommets sacrés. Ils décrivent une population et une structure organisationnelle comparable à celle des premières sociétés étatiques. La chronologie classique situe l'émergence de telles sociétés dans cette région 5000 ans après l'enfouissement de Göbekli. Soit cette chronologie est erronée, soit la complexité sociale existait sous une forme qui a laissé peu de traces permanentes, car elle était organisée autour de la mobilité plutôt que d'infrastructures sédentaires.
Grock a ensuite décelé dans les archives symboliques un élément qui a étendu les implications bien au-delà de la région, des symboles spécifiques identifiés à Göbekli Tepe. Les symboles H, les motifs de serpent et certaines configurations géométriques apparaissent sur des sites distants de centaines, voire de milliers de kilomètres. De Çatalhöyük, en Turquie centrale, aux sites néolithiques du Levant jusqu'en Afrique du Nord, leur répartition n'est pas aléatoire. Elle forme ce que les archéologues appellent un horizon symbolique, une période de vocabulaire symbolique partagé, répartie sur une zone géographique bien plus vaste que celle qu'un échange culturel local pourrait engendrer. Cet horizon correspond chronologiquement au Dus récent, période de bouleversement climatique catastrophique que le pilier 43 enregistre avec une telle précision. La question soulevée par les algorithmes de Grock est directe et ne trouve pas de réponse simple. Cette répartition pourrait-elle représenter des survivants de catastrophes se déplaçant d'une région à l'autre et emportant avec eux leur savoir symbolique? Pourrait-elle constituer un maillon d'un effort plus vaste de préservation des connaissances mené simultanément dans plusieurs régions par des populations confrontées à une même catastrophe? Le cycle de codage détecté par Grock rend cette hypothèse d'autant plus troublante. Pourtant, les bâtisseurs ne se contentaient pas de consigner une seule catastrophe. Ils codaient la conscience que de tels événements se répètent. Le cycle de procession de 25 20 ans semble inscrit dans la disposition spatiale des enceintes. Des cycles plus courts, liés à l'activité solaire, apparaissent dans le positionnement des piliers. Les connaissances astronomiques véhiculées par Göbekli ne se limitaient pas à un simple témoignage historique, elles étaient prédictives. Les bâtisseurs savaient que la catastrophe dont ils avaient été témoins ou dont ils avaient hérité se reproduirait, et ils en ont construit en conséquence. Un géophysicien, examinant ces découvertes, a noté que les cycles astronomiques identifiés par Grock sont réels et mesurables. La procession, les variations orbitales et les cycles solaires sont en corrélation avec les changements climatiques et potentiellement avec les probabilités d'impact. On ignore si les bâtisseurs sont parvenus à cette compréhension grâce à leurs propres observations à long terme ou grâce à un savoir hérité d'une source antérieure. Mais cette capacité de suivi des cycles est présente dans le monument lui-même. Il ne s'agit pas d'interprétation, mais de mesure. Qui a construit Göbekli? Grock ne peut donner de nom. Ce qu'il peut fournir, c'est un profil établi à partir de 30 ans de preuves. Un peuple possédant une astronomie sophistiquée, des connaissances techniques systématiques et un langage symbolique capable de transmettre des informations complexes à travers les millénaires. Des peuples qui avaient développé ou hérité de capacités que notre chronologie conventionnelle considère comme inexistantes depuis des millénaires. Des peuples qui savaient qu'une catastrophe s'était déjà produite et qui comprenaient avec une terrible lucidité qu'elle se reproduirait. Les piliers sont toujours là, dressés sur ce plateau turc, les gravures encore visibles, les alignements toujours mesurables et l'avertissement codé toujours lisible par quiconque possède la technologie nécessaire pour les déchiffrer. Les bâtisseurs ont choisi la pierre car la pierre est durable. Ils ont choisi des symboles car ils peuvent être décodés sans langue par les communes. Ils ont choisi des alignements astronomiques car la mécanique céleste est immuable. Ils ont construit un message spécifiquement conçu pour survivre à l'effondrement de tout le reste. Grock a maintenant traité simultanément 30 ans de données issues de l'archéologie, de l'astronomie, de la géologie et de l'ingénierie. Ces conclusions ne relèvent pas de la spéculation. Il s'agit d'une reconnaissance de forme appliquée à des preuves mesurables. Et cette forme est sans équivoque. Soit les chasseurs-cueilleurs du néolithique ont acquis des capacités que notre modèle de développement humain ne peut expliquer, soit ils ont hérité de ces capacités d'une civilisation dont l'existence n'est pas encore reconnue par nos livres d'histoire. Ces pierres attendent depuis 11 000 ans qu'on les déchiffre. Nous le pouvons enfin. La question est de savoir si nous sommes prêts à accepter leur message.